Voici une petite vidéo pour compléter le système nerveux et le système endocrinien que nous n'avons pu voir en classe il y a quelques semaines. La première partie du vidéo, on va parler du système nerveux autonome, partie du système nerveux périphérique au niveau de notre corps qui va régir euh, plusieurs petits processus que nous n'avons pas conscience. C'est pour ça qu'on l'appelle autonome. Vous pouvez voir ici les différents nerfs qui vont contrôler les différents organes. Je vous demande vraiment pas d'apprendre toute la liste d'organes là, que le système nerveux autonome peut contrôler et comment qu'il les contrôle. Ce que je vous demande de comprendre, c'est que le système nerveux autonome se sépare en deux parties. Le système nerveux autonome sympathique et le système nerveux autonome parasympathique. Comme vous pouvez voir, la liste des organes qui sont contrôlés sont à peu près tous les mêmes. Et la partie sympathique versus la partie parasympathique, ils vont avoir des effets contraires. Donc, la majorité du temps, euh, on dit que la partie sympathique va stimuler l'activité d'un organe et que la partie parasympathique va diminuer l'activité de l'organe dans une grande majorité de cas. Par contre, c'est pas toujours vrai. Faut faire attention. Euh, Ce qui nous amène à définir la portion sympathique comme étant la partie du système nerveux autonome qui prend le contrôle de notre corps quand on est en situation d'urgence, en situation de stress très intense, de questions de vie ou de mort. Par exemple, vous voyez un ours dans la forêt, vous mettez à avoir peur et c'est votre système nerveux autonome sympathique qui va se mettre à contrôler plusieurs de vos organes, comme au niveau de vos poumons, au niveau de votre cœur, au niveau de vos yeux, pour vous permettre de courir très vite et le plus longtemps possible pour amener de l'oxygène et des ressources à vos muscles et vous sauver de l'ours. C'est sûr que là, logiquement, vous ne devriez pas partir à courir et faire le mort, mais ça, c'est une autre chose qu'on n'a pas besoin de discuter ici. Tandis que le système nerveux autonome, la voie parasympathique, lui, il fait le contraire. Il va d'habitude vous aider à conserver votre énergie, puis il va contrôler votre corps lorsque vous êtes en état de repos. Pensez par exemple quand vous êtes en classe et qu'un prof vous enseigne quelque chose de palpitant, mais que malgré que ça soit palpitant, vous vous mettez à avoir les petits yeux qui ferment et à cogner des clous. Ben, dites-vous, c'est pas vraiment de votre faute, c'est votre système parasympathique qui est en train de donner toute l'énergie possible à vos organes de votre système digestif et les autres parties de votre corps ben, reçoivent un petit peu moins d'énergie ou leur activité est amoindrie. Et c'est pour cela que vous vous sentez un peu fatigué. Donc, c'est tout ce que je vous demande de comprendre pour le système nerveux autonome. Maintenant, euh, la partie toxique. Juste vous rappeler que pour cette partie-là, il va y avoir différents types de substances qui sont dites neurotoxiques. Qu'est-ce qu'on veut dire par neurotoxique? Ça veut dire que ça va perturber la propagation de l'influx nerveux au niveau des neurones qui vont contrôler leurs différents effecteurs. Il y en a différents types chimiques, comme les métaux lourds, le plomb, mercure, l'aluminium, l'arsenic, qui vont perturber la propagation de l'influx nerveux. Euh, plusieurs molécules assez dangereuses que vous avez peut-être déjà entendu parler, comme le toluène, les biphénylpolychlorés, là, communément appelés les BPC. Et sinon, un petit peu plus original, ce sont des neurotoxines, donc des toxines qui sont organiques, sont produites par des organismes vivants, tels que des bactéries, par exemple. On a là-dedans la toxine botulique, qui cause une paralysie musculaire en perturbant la propagation de l'influx nerveux au niveau des muscles. Et ça cause le botulisme, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Je ne vous demande pas d'aller dans les détails là-dessus. Quelque chose d'intéressant, c'est
tétrodotoxine, du poisson fugu. Donc ça, il faut faire attention là, en rentrant en contact avec ce poisson-là ou en le mangeant. Ceux qui ont déjà écouté Les Simpsons, c'est le poisson que Homer, un jour, il mange, puis là, il pense qu'il va mourir. Et sinon, il y a la toxine tétanique. Ici, on a une peinture qui représente un patient qui souffre du tétanos. Et on peut remarquer que la toxine tétanique, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va causer une contraction musculaire, mais les muscles ensuite ne pourront pas se décontracter. Et donc le patient se raidit d'une manière archée comme ça, étant donné que tous les muscles sont contractés. Qu'est-ce qui va finir par arriver? Ben, étant donné que notre diaphragme, ben, c'est un muscle aussi, lui, en restant contracté, ben, il va nous empêcher d'avoir un cycle respiratoire normal. Et un patient qui a le tétanos, éventuellement, pourra mourir d'arrêt respiratoire. C'est assez triste. Ici, vous avez la petite diapo qui vous dit les exercices que vous pouvez faire en devoir. Donc, allez-y fortement. Et maintenant, on s'en va dans le système endocrinien. Bien sûr, la seule fois qu'on va couvrir le système endocrinien, c'est dans cette petite vidéo. Donc, je ne vous demande pas d'aller très en profondeur là-dedans. Le plus important, ça va être de comprendre la comparaison entre le système endocrinien et le système nerveux. Alors, ici, vous avez une image qui représente les différentes glandes ou structures qui sont impliquées au niveau de notre système endocrinien. Intéressant à remarquer, comparé à tous les autres systèmes, les glandes ou structures ne sont pas tous reliés entre elles comme dans un système normal. Les glandes sont éparpillées un peu partout dans notre corps et le lien qui va leur permettre de contrôler un peu tout ce qu'ils ont à contrôler, ben, ce sont nos vaisseaux sanguins, mais qui font partie, eux, du système nerveux cardiovasculaire. Alors, les glandes, on a la glande pinéale qui va sécréter par exemple la mélatonine qui va vous aider à dormir. On a la glande thyroïde au niveau de notre gorge qui influence beaucoup notre métabolisme et aussi la calcémie, le taux de calcium dans le sang. On a les glandes parathyroïdes qui sont en arrière de la thyroïde qui, eux autres aussi, régulent la calcémie. On a le thymus qui est important pour le système endocrinien, le système immunitaire, excusez-moi. On a les glandes surrénales et on verra un peu leur importance tout à l'heure. On a le pancréas qu'on a déjà appris et que je vous demande de réapprendre avec ces structures endocrines qui vont sécréter soit l'insuline ou le glucagon pour la régulation de la glycémie. On va avoir les gonades, donc soit les testicules si vous êtes un homme ou les ovaires si vous êtes une femme, qui vont sécréter les hormones sexuelles qui sont importantes pour le développement de notre corps. Et en haut, au niveau, pour faire un lien en plus avec le système nerveux, on a deux structures. L'hypothalamus, qui fait partie du système nerveux, cette structure-ci, qui régit cette belle glande-là qu'on appelle l'hypophyse et qui se sépare en deux, la neurohypophyse et l'adénohypophyse. Je vais vous parler de l'axe hypothalamo-hypophysaire dans quelques instants. Par contre, la première chose que je veux que tout le monde comprenne absolument pour le système endocrinien, c'est le fait que peu importe de quelle glande on parle, peu importe de quelle hormone on parle que ces glandes-là sécrètent, eh bien, les hormones sécrétées par nos glandes s'en vont tous dans notre circulation sanguine, donc dans notre sang, et voyagent par le sang pour aller retrouver leurs cellules cibles qui contiennent des petits récepteurs à leur surface. L'hormone s'attache aux récepteurs et ensuite ça stimule la cellule. C'est comme ça que notre système endocrinien permet d'envoyer les messages, c'est par le sang. Vous avez ici l'image qui représente l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc on a la partie du haut qui représente l'idée de l'hypothalamus qui sécrète une panoplie d'hormones que je ne vous demande pas d'apprendre. Et certaines hormones vont réguler la partie de l'hypophyse qu'on appelle l'adénohypophyse.
Et l'adénohypophyse, ensuite, elle va sécréter plusieurs hormones, qu'on voit ici en mauve, qui vont contrôler d'autres organes ou glandes, qui eux, ensuite, vont sécréter soit encore de nouvelles hormones qui vont contrôler des parties de notre corps, ou qui vont, comme pour les muscles ou les adipocytes, les cellules graisseuses ou les glandes mammaires, ben, produire des substances ou se développer selon l'hormone qu'ils ont reçue. Il y a une partie, la partie arrière de l'hypophyse, qui est la neurohypophyse, qui, elle, est en lien direct avec l'hypothalamus. Et ce sont des neurones, ce sont des cellules neurosécrétrices, donc des neurones un peu spéciales, qui vont sécréter des hormones au lieu de sécréter des neurotransmetteurs. Et ces hormones-là, ben, c'est l'hormone antidiurétique qui va nous permettre de faire moins pipi, donc réabsorber plus d'eau au niveau de nos reins. Ça, vous verrez ça en laboratoire là, dans quelques semaines. Et sinon, l'hormone ocytocine dont on a parlé, là, qui est importante pour soit l'allaitement ou l'accouchement, par exemple, pour les femmes. Ici, je vous ai mis, ben, c'est tout ce que vous avez besoin de connaître là, pour l'axe hypothalamo-hypophysaire, savoir que ça régule beaucoup, beaucoup de choses dans notre corps. Ici, vous avez votre belle boucle de rétroinhibition pour démontrer la régulation de la glycémie. Ici, on a lorsque la glycémie augmente, et donc on va produire l'insuline pour la diminuer. Et ici, on a la boucle lorsque la glycémie diminue. On va produire le glucagon pour faire réaugmenter notre glycémie, par exemple si on est entre des repas ou qu'on est en jeûne. Donc, vous relirez ça. Je vais vous emmener ici maintenant à la situation de stress. On a parlé tout à l'heure que la situation de stress pouvait être un peu régulée par notre système nerveux autonome, la voie sympathique. C'est la branche ici qu'on voit dans la réaction immédiate au stress. Donc ça, c'est du stress là, en situation de danger. Let's go. On va avoir la fréquence cardiaque qui va monter dans le tapis. On va avoir une augmentation de notre métabolisme. Et ça va une dilatation de nos bronchioles. Donc pour permettre d'emmener plus d'air et donc faire passer éventuellement, on espère, plus d'oxygène pour être capable de faire un effort là, soutenu rapidement pour survivre. Excusez-moi. Donc, situation de stress, c'est voie sympathique du système nerveux autonome qui va contrôler ça. Et qui va contrôler qui? C'est la nouveauté pour cette partie-ci. Ben, ça va contrôler une partie de la glande surrénale, donc glande qui est sur nos reins, surrénale. C'est la partie du centre qu'on appelle la médulla. Et les neurones vont stimuler la médulla pour sécréter une hormone, par exemple, que vous connaissez très, 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 très bien. C'est l'adrénaline. Et l'adrénaline, ou il y a aussi une sécrétion de noradrénaline, mais apprenez juste l'adrénaline, va générer les beaux effets qu'on vient de décrire. Par contre, est-ce qu'on est toujours en réaction immédiate quand on est stressé? Bien sûr que non. La majorité du temps, ben, vous êtes en réaction prolongée. Donc là, c'est le système endocrinien à part entière qui va juste réguler ça. Il n'y aura pas de système nerveux autonome. On va avoir une régulation qui va se faire au niveau de l'hypothalamus jusqu'à l'adénohypophyse et ensuite l'adénohypophyse va stimuler encore notre glande surrénale. Mais là, ça va être la partie externe de la glande surrénale qu'on appelle le cortex, la partie en beige pâle. Et ça va éventuellement aussi avoir un effet là, sur notre métabolisme. Mais plus l'effet va se prolonger, ben regardez qu'est-ce qui est un petit peu tannant. Il va avoir un affaiblissement du système immunitaire. C'est pour ça que être stressé pour une certaine période, c'est pas la fin du monde, mais lorsque c'est trop long, la période de stress, ben éventuellement,
on va avoir des effets qui peuvent être un petit peu plus néfastes, comme un affaiblissement de notre système immunitaire. Et à cause de ça, ben, on risque de tomber malade. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à relaxer et à ne pas être stressé à chaque moment de notre vie. Les hormones qui sont relâchées par le cortex surrénal, par exemple, qui va générer notre stress, c'est l'hormone, le cortisol, qui vient du cortisone ou de l'hydrocortisone. Donc, ces hormones-là, je vous demande pas de les apprendre par cœur, mais c'est juste parce que vous les avez sûrement déjà entendu parler, étant donné que des fois on donne ça pour les gens qui ont de l'inflammation ou des trucs comme ça. Et donc, sachez que ça a un effet là-dessus. Enfin, plus important pour cette partie-ci, je vous demande d'être capable de comparer le système nerveux au système endocrinien selon les différents critères que j'ai énumérés ici. Le système nerveux, comment il régule notre corps, c'est via le relâchement de neurotransmetteurs, tandis que notre système endocrinien, c'est via la libération d'hormones. Comment les neurotransmetteurs peuvent être distribués? Ben, c'est via la propagation d'un influx nerveux qui va arriver à la synapse et ça va relâcher les neurotransmetteurs vers le prochain neurone. Tandis que le système endocrinien, lui, il utilise la voie sanguine pour distribuer les hormones partout dans notre corps. Les effecteurs pour le système nerveux, ce sont d'habitude des muscles et des glandes, tandis que le système endocrinien peut affecter plus de choses, donc les différents organes du corps. La réponse au niveau des effecteurs sera contraction et sécrétion pour le système nerveux, tandis que le système endocrinien peut modifier de différentes manières l'activité des cellules, des organes qui répondent aux hormones. Le temps de réaction pour le système nerveux, c'est comme ça, très 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 rapide. Et tandis que le système endocrinien, ça peut être quand même assez rapide, mais des fois, ça peut prendre des jours, des mois à finir par voir les effets. Pensez juste au développement d'un humain avec les hormones qui stimulent la croissance des os et des muscles. Je veux dire, ça, c'est des changements sur des années. Et la durée de la réponse, ben, le système nerveux, la réponse, c'est le temps de réaction, il est très rapide et la durée de la réponse, ben, c'est très court aussi. Ça arrive vite et ça dure pas longtemps. Tandis que pour le système endocrinien, ben, étant donné que ça peut s'étendre sur des années, le temps avant la réaction, ben, la durée de la réponse est donc également très longue, excusez, mais en même temps lente. Ça conclut la vidéo. Je vous demande de lire la petite partie qui est soulignée pour le chapitre 8 pour le système endocrinien. Il n'y a pas vraiment d'exercice à faire sinon. Préparez-vous bien pour votre quiz et je vous souhaite en même temps un bon laboratoire et un bon congé de Pâques.